Bonjour, bienvenue dans Dimanche en Politique, votre magazine de débat régional. Bonjour Laurent. Bonjour Patrick. Une semaine marquée par plusieurs commémorations, celle des attentats de Toulouse et de Montauban il y a 7 ans et celle des attaques de Trèbes et de Carcassonne il y a tout juste un an. Une semaine qui nous rappelle, après un nouvel hommage aux victimes juives de Mohamed Merah, que les actes antisémites ont encore augmenté dans notre pays. Une semaine enfin qui nous interroge sur ce qui a été fait depuis ces attentats en termes de sécurité, mais aussi en termes d'éducation ou encore de vivre ensemble. Alors, quelle riposte face au terrorisme? On en débat avec nos invités. François Bonhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur Les Républicains de Tarn-et-Garonne. Vous avez travaillé sur les questions de sécurité publique, notamment dans les gares. Lui, la sécurité publique, il en a fait son métier toute sa vie comme commissaire, puis directeur de la police de Haute-Garonne, avant de devenir adjoint au maire de Toulouse en charge de la sécurité. C'était notamment pendant les attentats qui ont frappé la ville. Jean-Pierre Avrin, bonjour à vous. Bonjour. Enfin, un autre élu est avec nous. Quentin Lamotte, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller régional rattaché au groupe Rassemblement National. Et puis, à signaler que nous avions aussi invité pour la majorité le député En Marche de Haute-Garonne, Michaël Nogal. Il s'est décommandé hier soir. Alors, avant de vous entendre, messieurs, parole aux citoyens. Se sentent-ils protégés face au risque d'attentat? Et selon eux, quelles mesures sont les plus utiles à prendre? Réponse dans les rues de Montauban avec vous, Laurent. Est-ce que vous avez changé vos habitudes depuis qu'il y a une série d'actes terroristes au Bataclan, l'affaire Merah? Est-ce que vous avez changé votre mode de vie ou pas? Non, pas du tout. Donc on continue toujours comme d'habitude. On regarde beaucoup plus autour de nous, je pense. On regarde plus les gens aussi. On est une sensibilité accrue, absolument. Oui. Il y a toujours des craintes à avoir. Heureusement, pas énormément d'attentats en France, donc c'est sûr qu'on y pense, mais on est quand même en sécurité en France. Et la lutte antiterroriste, est-ce que c'est juste des policiers, du renseignement, ou est-ce que ça passe par autre chose? L'éducation? Beaucoup l'éducation, je crois. Mais j'étais enseignante moi-même et hélas, quelquefois on a l'impression que ça ne passe pas. L'idée d'échange de nationalité, d'interner les fichesses, tout ça, ça va dans le bon sens? Si c'est appliqué, oui. Si c'est simplement dit, non. Peut-être une prévention ou une observation plus régulière, ça serait déjà peut-être mieux, ouais. Alors on va revenir tout au long de cette émission sur les thématiques abordées par ces citoyens. Mais tout d'abord, retour sur le déplacement mardi dernier du ministre de l'Intérieur à l'école juive Ortora. Il y a rendu hommage aux victimes assassinées il y a 7 ans par Mohamed Merah. On écoute Christophe Castaner. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, la réalité se rappelle durement à nous. Ces dernières semaines, des tombes ont été profanées, le mémorial d'Ilan Halimi détruit, des insultes proférées et des slogans honnis exhumés. La France, en 2019, c'est un parfum des années 30 qui flotte dans l'air, un parfum ignoble que l'on espérait à jamais disparu. Ce ne sont que des exemples édifiants, insupportables, mais qui nous ramènent à une vérité. En 2018, les actes antisémites ont augmenté de 74%. Alors face à ces chiffres, on est en droit de se demander finalement de quel mal souffre notre société. François Bonhomme. Alors sur l'antisémitisme, d'abord il faudrait préciser que bien évidemment il doit être condamné fermement, ça fait pas de doute, en même temps il doit être analysé. Et les sources de l'antisémitisme ne sont pas les mêmes. Il y a une grande diversité de causes et elles ont beaucoup évolué ces dernières années. Je veux dire, lorsque nous avons interrogé le ministre de l'Intérieur au Sénat sur cette question-là, la question de l'origine islamique des propos ou des actes antisémites doit être traitée à part entière, y compris de la comptabilisation. Ça s'est sous-évalué de votre part? Est-ce qu'il y a une sorte de minimisation des actes antisémites? Ce que je crains, c'est que ce soit noyé dans une espèce de réprobation, générale, sans essayer de comprendre d'où ça vient. Et là, il faut dire que ces dernières années, avec évidemment ce qui se passe au Levant, ça a trouvé un écho en France qui est extrêmement important et parfois, il faut bien le dire, sous forme d'actes de terrorisme qu'on a connus donc à Toulouse ou ailleurs. Jean-Pierre Avrin, comme ministre de l'Intérieur, enfonce le clou de cette manière, ça veut quand même signifier que la situation est grave. Oui, je crois que en France, sur ce genre de choses,
les services de renseignement, par exemple, ont progressé. On a eu des tas de problèmes parce que la fusion des renseignements généraux et de la DST a été douloureuse. Chaotique. Voilà. Et peu à peu, au niveau du terrorisme, je pense que la France est efficace, on peut le dire. Je crois que les autres pays le reconnaissent. Mais ce qui nous manque aujourd'hui, c'est, je ne veux pas toujours revenir à la police de proximité, mais le renseignement. Vous êtes un des pères. Malheureusement. Ouais. Mais le renseignement de proximité, ce que les sociologues appellent les signaux faibles, c'est-à-dire comment pouvoir détecter la dérive de certains, alors qu'elle soit raciste, qu'elle soit antisémite, qu'elle soit tournée vers le terrorisme. C'est important de détecter ça. Parce que quand on met, par exemple, un numéro vert ou qu'on dit aux gens, appelez le commissariat si vous avez un problème, on voit mal un père de ces gamins au Mirail, par exemple, appeler un numéro vert pour dire « mon fils, en ce moment, je ne sais pas ce qu'il y a », c'est bizarre. Par contre, s'il a autour de lui des gens qu'il connaît, il pourra signaler ça, et ça peut être exploité. Alors, ce qu'il voulait, c'est... Je pense qu'au niveau... technique nationale, on a évité pas mal d'attentats, heureusement, mais on pourrait améliorer cette technique pour tous ces problèmes-là en ayant un renseignement plus fin. Plus fin et plus près du terrain. Voilà, je vous dis, les sociologues ont trouvé un terme qui me plaît bien, c'est signaux faibles, quoi. Et ça, il faut aller les chercher, il faut les entendre. Quant à Lamotte, par rapport à ces propos tenus par le ministre de l'Intérieur, moi, je pense que là, on parle effectivement des moyens pour régler ce problème, mais je pense qu'on oublie les causes de fond qui génèrent le terrorisme aujourd'hui. Il y a urgence d'agir. Je pense que les gouvernements actuels et les gouvernements précédents n'ont pas pris les bonnes mesures pour lutter contre le terrorisme parce qu'à mon avis, ils ont sciemment mis de côté deux causes majeures qui me semblent être les causes du terrorisme aujourd'hui, les causes profondes. D'une part, je pense d'ailleurs en première part à l'immigration. Aujourd'hui, quasiment tous les terroristes qui ont commis des attentats depuis 2012 sont soit immigrés, soit issus de l'immigration. Oui, ils ont parfois l'insulté française et ils sont français c'est pour ça que vous et moi. C'est pour ça que je dis quasiment tous. En fait, il y en a un ou deux. Il ne faut pas généraliser du tout. Quasiment tous sont soit immigrés, soit issus de l'immigration. Et deuxième cause, à mon avis, c'est la montée du fondamentalisme islamiste. Puisque ça, en fait, à chaque fois, on parle du terrorisme, comme si le terrorisme est un petit peu hors sol, mais la cause idéologique, la cause profonde, c'est le fondamentalisme islamiste. Alors, on a eu quand même Christchurch qui nous prouve que ça n'est pas que l'islamisation aussi qui est à la source du terrorisme. Si on raisonne en France aujourd'hui, il y a eu 250 morts, plus de 250 morts et des centaines de blessés. Tous ces morts et tous ces blessés sont dus au terrorisme islamiste. Il n'y a pas eu d'attentat. Une sorte d'emballement et qui est un terroriste d'extrême droite qui répondent aux radicaux islamistes. Est-ce que vous redoutez, vous, qu'un jour, il y a des groupuscules, on en connaît tous, à Porty-sur-Garonne, qui sont violents, qui sont quasiment militarisés. Est-ce que vous redoutez des passages à l'acte en France et en Haute-Garonne ? On peut toujours le redouter, parce que ça pourrait effectivement arriver. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe, pour l'instant, ça n'est encore jamais arrivé. Donc moi, quand je regarde les faits, je vois que le risque réel, le risque présent, c'est le risque lié au terrorisme islamiste. Et je voulais rajouter que par rapport à ça, il y a aujourd'hui de nombreux imams qui, dans certaines mosquées, diffusent un islam salafiste qui, moi je pense, détourne les Français musulmans de la communauté nationale pour les faire adhérer à ce que je pense... Vendredi, un de vos élus interpelle Christophe Castaner sur l'imam de la mosquée du Mirail. Vous soutenez cette demande ? Je pense qu'il faut Qu'est-ce que vous attendez du ministère de l'Intérieur par exemple, je peux parler de la mosquée d'Ampalo, avec l'imam Tataï. Oui, il y a une l'imam procédure Tataï, voilà, on le voit derrière, il y a une procédure qui est en cours. C'est quand même quelqu'un qui a tenu des prêches antisémites, qui a appelé au meurtre des Juifs, c'est quand même pas rien. Et qui, lorsqu'on fait l'inauguration de la mosquée d'Ampalo, on a Carole Delga et on a le maire de Toulouse, M. Moudinque, qui sont bras dessus avec cet individu. Donc, ils ont pris leur distance. Ils ne pouvaient pas s'attendre à ça. D'accord. Le danger, puisqu'on cherche les dangers, c'est ce genre de discours aussi. Ça c'est un terreau sur lequel tous profitent et on voit se multiplier les problèmes. Je veux dire, c'est tellement simpliste que c'est désobligeant, quoi. C'est affligeant. Monsieur Avrin, si vous aviez raison et si effectivement vos politiques
était efficace, je ne serais pas là pour en discuter, parce que le terrorisme serait un problème qui serait résolu. Non, mais vous partez sur des a priori, oui, non, mais ce que je veux dire, le racisme, le non, machin, tout ce que ça. je veux dire, c'est qu'il y a des causes vous avez des solutions simples à des problèmes très compliqués. Quoi. Mais Alors, sur la on parle de moyens, mais il y a des causes profondes au terrorisme. Messieurs, concrètement, ce samedi sont aussi rendus des hommages aux victimes des attentats de Trèbes et de Carcassonne. Un homme seul, armé, qui rentre dans un supermarché. Là-dessus, est-ce que la loi a permis de faire des avancées ou pas? Alors, quand même, moi, je rappelle que depuis 2012, il y a eu 9 lois antiterroristes. Et notamment celle sur le renseignement, notamment celle sur la prorogation de l'état d'urgence qui est devenue dans le droit commun. Oui. Donc, on a aujourd'hui la capacité à interdire des lieux de culte où se tiennent des propos prosélytes. Ça, c'est clair. Donc, les armes, j'allais dire juridiques, elles sont là. Après, il faut avoir, voir politiquement les choses en face, effectivement, ne pas se voiler la face sur certains phénomènes et ne pas considérer un peu, parfois, certains discours avec gêne. Je crois qu'il faut les là-dessus... images prêcheurs de haine, selon vous, il faut fermer les lieux de culte et les expulser? Il faut une réponse ferme, c'est Mohamed évident. Tataï, éventuellement, il faut l'expulser. À la limite, il a une binationalité. mais tout ce qui rentre dans le coup de la loi, il ne doit pas y avoir là-dessus la moindre atermoiement. La loi, il suffit d'appliquer la loi, d'après vous, mais ça serait Jean-Pierre bien d'appliquer déjà complètement, oui, c'est sûr. Et si on crée des multitudes de lois à chaque fois et qu'elles sont ou appliquées ou pas appliquées vraiment, et qu'en bout de chaîne ne s'est pas appliqué, effectivement. Donc ça sert à rien. Pas forcément obligé de la faire évoluer, il suffit de l'appliquer, d'après vous, telle qu'elle est actuellement. Moi, je pense que déjà, c'est un premier stade. ouais. Si on la fait appliquer correctement, on aura déjà un vrai progrès. Je pense qu'on a les armes pour faire... C'est un peu comme en maintien d'ordre. On a les armes, on s'en sert pas, à quel niveau... Voilà, Je rejoins M. Havrin là-dessus. C'est effectivement, je pense que notre arsenal législatif, il est suffisant. Ce qui manque, c'est la volonté de le faire appliquer, cette volonté politique. Et pour en revenir à l'imam Tataï, c'est comme quelqu'un qui est depuis les années 80 en France et qui ne parle toujours pas un mot de français. Quand il s'exprime, il s'exprime en arabe avec un traducteur. C'est pas condamné par le code pénal de ne pas parler français en France. Vous voyez ce que ça démontre? Ça démontre vraiment une volonté de non-intégration dans le paysage français. Laurent, rappelez-nous quand même cette loi, la dernière en date, c'est la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme. Oui, François Bonhomme vient de l'évoquer. C'est une loi donc, qui a intégré dans le droit positif les mesures liées à l'état d'urgence, avec notamment des assignations à résidence, un renforcement des contrôles d'identité aux abords des gares ou des aéroports, aussi à la frontière de l'Hexagone, et puis les fermetures de lieux de culte qui sont facilitées en cas de prêche incitant à la haine raciale ou au terrorisme. Alors, avant de voir le reportage là, dans quelques minutes, on n'a pas parlé éducation aussi. Est-ce que là aussi, il faut aller plus loin, notamment dans les établissements scolaires, faire passer des messages, rappeler nos droits et devoirs François Bonhomme. Alors certes, dans un monde idéal, je vous dirais que l'éducation devrait être le premier élément de la fusée et devrait permettre d'éviter ce genre de situation. Malheureusement, d'abord, il y a notre système éducatif qui est fragilisé. On ne peut pas dire qu'on a un système éducatif qui n'est pas connu à quelques défaillances. Et puis, de toute façon, on est bien obligé de constater que malgré ce système éducatif et les appels à la vigilance et à l'éducation, eh ben, il y a tout un tas de djihadistes français qui sont allés sur des théâtres d'opération et qui ont quand même mené des actes terroristes à l'égard du pays. Donc on doit s'interroger. Alors évidemment, ça prend beaucoup de formes. Et c'est très compliqué. Mais là, on a quand même une situation aujourd'hui où il y a des revenants, c'est-à-dire des... On va en parler justement. Des terroristes qui sont partis sur des théâtres d'opération. Comment les judiciariser, comment les traiter, c'est vraiment la vraie question. Alors justement, les revenants, comment les traiter, les judiciariser, et aussi, on vient de l'aborder, l'éducation, ce qui est fait dans les établissements scolaires. On voit tout ça avec ce dossier signé Christophe Nédart et Clara Delannoy. 7 ans après les tueries de Mohamed Merah, l'émotion est toujours vive. Dans cette école juive, le 19 mars 2012, 3 enfants et un enseignant ont été assassinés par le tueur au scooter. Pour le ministre de l'Intérieur, c'est l'occasion de rappeler les mesures prises pour lutter contre l'islam radical. Nous agissons, nous surveillons. Nos services de renseignement ont vu leurs moyens augmenter, leurs outils améliorés, et ils veillent contre toutes les formes de terrorisme, djihadiste ou extrémiste. Avec la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, nous nous sommes donné plus de cartes. Depuis son entrée en vigueur, 10 attentats ont été déjoués. L'éducation nationale aussi est engagée dans la lutte contre la radicalisation, comme dans ce collège de Grenade qui accueille 700 élèves. Il a obtenu le label École sans racisme
et mène de nombreuses actions de prévention. Il y a effectivement des courants politiques, philosophiques, qui n'adhèrent pas à ces valeurs de la laïcité. Donc je crois que l'école peut être aussi mise en danger. Et donc c'est à nous, les pédagogues qui défendons la démocratie, de tout faire pour que dès le plus jeune âge, les enfants se respectent, quelles que soient leurs différences. Au-delà de la prévention, l'Éducation nationale a mis en place des mesures concrètes. Dans chaque académie, un référent chargé des questions de radicalisation a été nommé. Un numéro vert national a été créé, tout comme un site internet intitulé Stop Djihadisme. Mais certains estiment qu'on ne va pas assez loin. On est encore dans une frilosité où on a plus peur du mot, la radicalisation, que de ceux qui risquent d'arriver si on ne travaille pas, c'est-à-dire une cassure de la société qui va considérer que l'autre est un ennemi. Et donc, dans le cadre de nos valeurs républicaines et nos valeurs citoyennes, il faut pouvoir agir là-dessus. Curieusement, le milieu associatif est plus actif. L'islam radical, Dominique Bon s'y a été confronté. En 2013, son fils Nicolas est parti faire le djihad en Syrie. Il est mort dans un attentat suicide à 30 ans. Aujourd'hui, elle se bat pour sensibiliser les jeunes à ces questions et défend le principe du retour des djihadistes français et de leurs familles détenus dans les anciennes zones de conflit. Autant les ramener et qu'ils soient jugés ici dans leur pays d'origine. Voilà. Ça éviterait peut-être des complications par la suite. Bien sûr qu'on dit ouais, mais quand ils vont sortir de prison, ça va devenir quoi? Mais s'ils restent là-bas, ça va devenir quoi aussi? Une position minoritaire en France. Selon un sondage récent, 82% des Français s'opposent à leur retour, y compris de leurs enfants. Alors, je vous avais promis qu'on en parlait. Juste avant, on en parle. Comment gère-t-on ces revenants, Jean-Pierre Avrin? Déjà, le problème des revenants, c'est oui, déjà. un vrai problème. Mais moi, je pense qu'il faut le gérer avec intelligence, humainement. C'est-à-dire que on parlait par exemple d'enfants qui ont 3 ans, 4 ans, qui sont tout seuls. Bon, je ne pense pas que ça pose problème. Il faut étudier chaque cas pour voir si ceux qui reviennent risquent de présenter un risque supplémentaire. Sinon, s'ils sont français, il faut les accueillir comme il faut. Après, en tant que policier, nous, on a une méfiance particulière pour des gens qui ont été soumis à des tas d'influences. Il faut les surveiller, donc. Voilà, il faut les surveiller. Est-ce qu'on en a les moyens? Ça dépend de qui on parle, quoi. Oui. Je veux dire, quand on parle d'un enfant de 3 ans ou d'un... Oui, bien voilà. sûr. Oui. Et puis on ne peut pas faire ça tout au long d'une vie, et on sait que les services de renseignement manquent de moyens pour déjà surveiller les cibles chaudes, quoi. Vous savez, pour faire une filoche sur un type... 24 heures sur 24, il faut une trentaine de personnes, quoi. Je veux dire, c'est vraiment... c'est pour ça que quand on dit... ce problème, les fiches S, par exemple, ont créé une confusion dans l'esprit du public, parce qu'on croit que tous les gens qui font l'objet d'une fiche S... Oui, on croit que tous les gens qui font l'objet d'une fiche S ont un vigile en bas de chez eux. Voilà, oui. Ce qui est malheureusement, ou heureusement, oui. pas le cas. Mais après, justement, c'est pour ça que quand je parlais de signaux faibles, c'est-à-dire que cette présence de la police au sein de la population de façon permanente sur plusieurs points... plus généraliste, mais plus proche. Voilà, cette police la plus proche pourrait inciter dès qu'il y a un soupçon de quelque chose... Et la police de sécurité du quotidien là qu'on nous a proposé ces dernières semaines Oui. Vous l'attendez, quoi. Je vous l'avais dit la dernière fois, et là, j'attends toujours. Si vous voulez, on nous a annoncé 30 fonctionnaires de police à Toulouse, mais ça ne sera pas suffisant. Alors, moi, je vous l'avais dit, j'espère que c'est l'amorce de quelque chose, d'un retour à quelque chose d'intelligent. Bon. Il y a des tas de problèmes en ce moment. Voilà. Alors, retour aux revenants, il y a ces djihadistes ou leurs familles, surtout actuellement, qui veulent rentrer en France. Quant à la mode, comment on gère ça? Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils rentrent en France. Aucun. Ils sont français, pourtant, pour beaucoup d'entre eux. Je vais vous dire pourquoi. Ils ont commis des crimes, effectivement, à l'extérieur. Pas les enfants de djihadistes. Ils restent avec leur mère. On peut pas... il faut qu'ils restent là-bas. Et je vous dis pourquoi aussi. Vous avez, par exemple, dans le cadre de ces gens qui doivent revenir, dans le cadre de ces djihadistes, vous avez des têtes de pont du djihadisme, français ou européen. Vous avez, par exemple... Il n'y a donc pas de considération humanitaire Si, justement. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez par exemple, parmi ces gens, vous avez M. Abou Hamza, qui est le mentor de Mohamed Merah, d'accord? Donc c'est le mentor
de l'assassin qui a fait les attentats sanglants de Toulouse. Ce type-là, il va revenir. Enfin, il va être incarcéré. Il va avoir droit à un régime particulier. Il va être incarcéré. Voilà, et en prison, incarcéré. qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à prêcher. Non, Puisque mais là, la il y a radicalisation il y a en prison, 50 ça djihadistes existe. qui sont rentrés en France. La radicalisation, c'est sur ça existe. eux Donc que l'on pense et où la question se pose. Mais non. On les laisse en Là- Syrie, ces là, enfants. Là, c'est un package. On les laisse en Vous Syrie, faites, ces vous enfants. faites rentrer tout le monde. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en faisant rentrer ces gens-là, vous allez faire rentrer des gens qui vont continuer à répandre la radicalisation et qui vont faire de nouveaux candidats au djihad. On vient de donc, parler. on fait rentrer des bombes à retardement en France. François Bonhomme, on vient de parler, si on emprisonne un de ces revenants, etc., il y a des mesures qui ont été votées quand même, qui ont été prises notamment pour... Ah mais tout l'arsenal est là. Maintenant, moi je pense qu'effectivement, bon d'abord, en 2 minutes c'est compliqué. Oui, parce c'est que compliqué, oui. il faut Et voir puis, que là on a parlé attention à la vous, généralisation. On a parlé d'un leader. Celui-là, c'est l'eau du panier, Oui. il est repéré, Oui, il est oui. suivi. Mais les centaines de djihadistes qui sont encore sur les théâtres d'opération, qui sont dans la poche, qui résistent dans l'est de la Syrie, par exemple, tous les prisonniers qui ont été faits prisonniers par les Kurdes et en Irak, déjà, ne serait-ce que l'Irak est reconnu, donc il y a un système judiciaire, ils vont être judiciarisés pour partie en Irak. Il y en a quand même qui ont commis des actes, qui ont préparé des actes depuis l'Irak en France, donc ce n'est pas le même traitement parce qu'ils doivent répondre de leurs actes devant l'État français. En Syrie, je rappelle que les Kurdes ont des prisonniers, ont fait des camps, mais la Syrie n'est pas reconnue par la communauté internationale. Donc ça pose d'autres problèmes. Et là, par contre, moi je suis favorable à ce qu'on judiciarise avec un retour en France. Parce que la différence, c'est que moi, je n'ai pas envie de les voir partir dans la nature ou de les voir s'échapper, ce qui est possible aussi. Je veux vraiment qu'il y ait un traitement pénal, une réponse pénale qui soit faite en France et donc que l'État français organise ce retour. Mais parfois, il y a des compagnes de djihadistes qui ont été juste des compagnes de djihadistes. Elles n'ont pas pris les armes, elles n'ont pas eu de rôle opérationnel ou militaire. Il faut créer un nouveau délit de compagnes de djihadistes. C'est précisément la judiciarisation qui nous permettra d'y voir clair. Voilà, c'est ça la difficulté. Alors, ces compagnes de djihadistes, elles ont adhéré à un moment, elles ont adhéré à l'idéologie. Pas sûr. Personne ne les a forcés à partir. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Le truc, c'est que Alors, on va contribuer on est justement dans un entre-deux. Et alors, il y a un terme, existe-t-il seulement? C'est déradicalisation. 22 mesures gouvernementales en 2014, 80 en 2016 et 60 en 2018. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Jean-Pierre Avrin? C'est un échec total, quoi. La déradicalisation, ça fonctionne pas. Enfin, pas comme ça, en tous les cas. Ce qu'il faut éviter, et on parlait d'éducation, machin. Alors, c'est toujours le même problème, parce que les hommes politiques, dès qu'on dit il y a des solutions, mais elles sont à 5 ans, à 10 ans, ça les intéresse pas trop, en général. Donc, cette solution, c'est d'empêcher la radicalisation, de faire en sorte de privilégier l'intelligence en disant aux gens, voilà comment ça fonctionne, etc., tous ces pièges. Une fois qu'ils sont tombés dans le piège, est-ce qu'on peut, entre guillemets, les déradicaliser ou est-ce que c'est une vue de l'esprit? Enfin, moi, je pense que c'est plutôt une vue de l'esprit, c'est compliqué, quoi. Et il faudrait des moyens énormes et du temps. Et le temps, en général, c'est un truc qui fonctionne ça colle pas avec la politique. Moi, je pense pas qu'on puisse déradicaliser. C'est pour ça que l'éducation, à mon avis, est la pierre angulaire. Et c'est là-dessus qu'il faut axer. Je pense qu'il faut défendre l'unité de la France par l'éducation. Il faut effectivement continuer à imposer la laïcité dans les établissements scolaires. Mais il faut surtout imposer qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont déjà radicalisés? On les met à prison à vie? Je voudrais finir sur l'éducation, s'il vous plaît. Mais il faut continuer à faire de l'assimilation républicaine pour que ces jeunes enfants deviennent des Français. Il faut leur enseigner une histoire de France qu'ils ont envie d'aimer. Il faut continuer à leur enseigner la langue française parce que l'islamisme, en fait, c'est un détachement de la communauté nationale. Et je donne un exemple très précis. On a par exemple des écoles coraniques à Toulouse qui font des enseignements d'un islam salafiste. Je prends l'exemple du groupe scolaire Al-Badr à Toulouse, où l'imam Rahawi fait des enseignements qui avaient été très contestés à l'époque par inspection académique, je cite, un enseignement très déficitaire dans tous les domaines en dehors de l'enseignement de l'arabe, et une étude quotidienne du Coran qui oblitère de façon importante le temps consacré aux autres enseignements. Donc on l'a compris, le socle, c'est l'éducation, et c'est ce qu'il faut surveiller. Comment vous voulez que des enfants qui sont à ces écoles-là deviennent un jour des Français à part entière en apprenant que le Coran et l'arabe? François Donc ça, Bonhomme. Il faut fermer tout ça. Moi, je voudrais dire quand même que quand on en est à la radicalisation, c'est que l'éducation a été défaillante. Donc c'est trop tard à ce moment-là, il faut être clair. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et on a un retour d'expérience. En juin 2016, Manuel Valls a annoncé l'ouverture de centres de déradicalisation. 13. Il devrait y en avoir 13, il y en a un qui a ouvert.
à Pontourny, dans l'Indre-et-Loire. Qui a ouvert et fermé. On a fait un rapport au Sénat pour évaluer, parce que c'est toujours intéressant quand même d'évaluer après les mesures. Ça a été une série de couacs et ça a été un échec retentissant. On a voulu faire ça sur la base du volontariat. Évidemment, il n'y avait plus que 9, sur les 25 prévus, il n'y en avait plus que 9 qui étaient dans le centre. On a voulu aussi traiter une certaine population on s'est aperçu qu'il y avait des condamnations qu'on avait omis au moment de les faire pénétrer dans les lieux. Ça a été un échec total. Le centre a fermé, les autres centres qui devaient Mais qu'est-ce qui est mauvais? Le principe est bon et les modalités Patrick sont mauvaises. D'abord, on a fait ça dans la précipitation. Et puis, il faut bien voir, c'est qu'une fois que l'idéologie est installée, il est très difficile de retour en arrière. Très difficile. En tout cas, on a vu les limites de système. Alors, ça ne veut pas dire que les radicalisés aient commis des actes, des délits ou des crimes. Oui, non, ils non. sont On est au stade avant. Mais ce stade-là encore concerne un grand nombre de personnes. Et aujourd'hui, il faut bien dire qu'on est bien en difficulté. Dans les prisons aussi. On s'est aperçu qu'il y avait des actes de prosélytisme avec les condamnés de droit commun, et qui étaient un facteur. On a fait une unité après séparée. Ça n'a pas bien marché aujourd'hui. Et donc, il faut développer des moyens considérables aujourd'hui pour isoler ces personnes-là. On se heurte là, le problème de l'administration pénitentiaire. La priorité, messieurs, on arrive à la fin de l'émission, quelques mots. C'est pour ça, la priorité pour faire face, s'il y avait une mesure à prendre. Il faut prévenir. Il faut prévenir, parce que guérir, ça va être très compliqué. Et il faut prévenir, effectivement, par exemple, quand vous parlez des mosquées identifiées par le gouvernement comme étant des mosquées salafistes, il y en a une centaine identifiées, 7 ont été fermées. Donc les 93 autres, il faut les fermer. Voilà. Une priorité en 30 Combattre secondes. tous les extrémismes. Parce que quand on a vu ce qu'on peut faire les cathos à une époque, les juifs extrémistes, les extrémistes politiques qui sèment la... Enfin, moi, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Combattre les extrémismes. Merci, messieurs. Merci à vous trois d'avoir accepté de débattre. Un débat qui se poursuit sur notre blog, le blog politique, avec cette semaine un nouveau politique café, plus corsé que jamais, Laurent, avec une thématique, tiens, les gilets jaunes. Voilà. Et puis, un petit message aussi d'amitié. C'était la dernière de Christian Hautzer cette semaine. Alors, vous ne le voyez pas parce qu'il est là-bas, derrière. C'est bien. Merci, mon Christi. Merci, Christian. Et puis, comme on dit dans une célèbre émission maritime, bon vent. Merci à vous également de nous rester fidèles. Passez une bonne fin de week-end sur France 3, Midi Pyrénées.